Corse Info. Cold Case, la science face au crime. 7e épisode, l'affaire du violeur en série de Lyon et le portrait robot génétique. Le 18 octobre 2012, dans le 8e arrondissement de Lyon, alors qu'il fait nuit, un homme cagoulé et armé d'un couteau agresse une femme de 22 ans. Il la plaque au sol, mais un témoin intervient et il s'enfuit. Pendant 5 mois, il va récidiver, agresser et violer des jeunes femmes, toujours dans le même secteur, avec le même mode opératoire et avec toujours plus de violence. Le même ADN est prélevé sur les victimes, mais il ne matche dans aucun fichier, c'est un profil inconnu. Dans l'impasse, les enquêteurs pensent à un tout nouvel outil scientifique, le portrait robot génétique. La justice finit par valider cette technique d'enquête, utilisée pour la première fois en France. L'affaire du violeur en série de Lyon et le portrait robot génétique, un récit de Mathilde Lemaire. On a un petit peu peur et surtout qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit, dans quelles conditions ces agressions ont lieu, le jour, la nuit, quels sont les types de femmes qui ont été agressées, etc. Donc il n'y a rien de rassurant. Un violeur en série sévirait dans le 8e arrondissement de Lyon. Essayer de sortir toujours en groupe avec des amis, ça rassure. Je vais essayer de prendre plutôt les transports en commun, ce que je ne faisais pas forcément avant, et essayer de minimiser le plus possible les trajets à pied comme ça, toute seule. C'était il y a 10 ans, à Lyon, dans un quartier résidentiel et étudiant réputé tranquille. Nathalie Gilles est capitaine de police. À l'époque, elle était adjointe à la brigade de protection de la famille à Lyon. C'est à elle que le dossier du violeur du 8e arrondissement a été confié. Une affaire qui l'a beaucoup marquée, qui a mis ses équipes sous pression comme rarement. Nathalie Gilles nous reçoit dans son bureau de Mézieux, près de Lyon, où elle est désormais en poste. En fait, nous allons avoir plusieurs faits et ces faits vont monter chaque fois en puissance et en violence. Il y a un autre fait qui a lieu le 20 novembre 2012, un autre le 29 décembre 2012 et le 9 janvier 2013, tous les mois. On fait des rapprochements parce que c'est un mode opératoire identique. Il intervient généralement dans le dos des victimes le soir sur le même secteur, Lyon 8e, et il est cagoulé et porteur d'une arme blanche qu'il utilise dans des lieux qui sont très isolés, qui ne sont pas fréquentés. Nous ne sommes pas sur les grands axes de Lyon 8e. Soit elles rentrent du travail, soit elles rentrent d'une soirée. Elles sont projetées au sol par derrière, par un homme qui est cagoulé, qui est porteur d'une arme et surtout qui était de plus en plus violent. Ce sont des jeunes femmes, toujours. Entre 20 et 30 ans. Il y a des menaces de mort, il y a des coups de couteau qui sont portés. On a des victimes aussi qui essayent de se défendre. Dans mes souvenirs, on en a une qui attrape le couteau, donc ça lui entaille profondément la main. Mais chaque fois, en fait, il va jusqu'au bout. Il est de plus en plus violent. Il y avait une montée dans la violence. Vous êtes seul ? Vous êtes la nuit, vous êtes en train de vous faire agresser. Vous avez des coups de couteau qui sont portés. C'est l'enfer pour ces jeunes femmes. Surtout, ce qui est marquant, c'est la peur qui transpirait. La peur, et en même temps, elles ne voulaient pas que c'est des impacts sur leur vie, mais ça en a eu. Nous, on pensait qu'un jour, on aurait, hélas, un homicide en plus du viol. C'était notre inquiétude. Chaque mois, vous vous demandez, parce qu'on avait au début, comme vous avez pu le remarquer, c'est une fois par mois. Donc chaque mois à peu près, à l'approche, on se dit est-ce qu'on va avoir un nouveau fait ou pas. La zone de prédation de ce violeur, un rayon de 2 km. Il cible une jeune femme qui traverse un parking d'imprimerie, une autre qui emprunte un escalier dans un recoin ou passe à l'arrière d'un supermarché. Il fait semblant au départ de voler seulement le téléphone de ses victimes, puis leur dit à toutes qu'il sort de prison, qu'il n'a rien à perdre. Il s'avérera que c'était un mensonge. Il est d'abord très menaçant, puis doux avec des propos que ces jeunes femmes retiennent. Tu verras, après tu ne seras plus jamais pareil. Ou encore, c'est ton jour de chance. Au-delà de ces témoignages, l'enquête classique donne peu de résultats. À l'époque, on n'a pas de caméra non plus sur le secteur. Puis il attaque chaque fois de dos. Les victimes sont projetées au sol. Je vous laisse imaginer la violence et le choc qu'elles peuvent subir. Donc on a très très peu d'éléments sur cet individu. Il y a une pression, naturellement. Moi, j'ai été convoquée en tant que directeur d'enquête plusieurs fois par notre DDSP, directeur départemental de la sécurité publique de Lyon.
pour savoir où on en est, ce qu'on apporte, quel est le travail qui est effectué. On travaille à fond sur ce dossier, tout en continuant à gérer nos autres dossiers, parce qu'on n'a pas que celui-ci, mais c'est notre dossier prioritaire de l'époque. Vous avez des enquêtes de voisinage, mais c'est le soir, dans des lieux isolés, donc personne ne remarque rien. On n'a pas d'éléments, on n'a eu qu'un seul témoin sur le premier fait. On a de l'ADN, mais qui n'est pas reconnu de la base. On fait des recherches, mais pour l'instant, rien. On croise au niveau des portables, mais vous êtes sur un secteur, vous êtes en ville, donc je vous laisse imaginer le nombre de portables qui peuvent intervenir à ce moment-là. C'est très compliqué. On n'a rien. Une enquête qui piétine, des victimes toujours plus abîmées, des plaies, des ecchymoses, sans parler du traumatisme. La psychose s'installe dans le secteur, notamment au sein des 2 universités. Leurs présidents vont jusqu'à envoyer des mails de mise en garde à leurs étudiants et à leur personnel. La présidence de l'université Jean Moulin Lyon 3 a été informée d'une enquête policière sur le 8e arrondissement. Nous vous transmettons des consignes de prudence pour vos déplacements. Nous vous invitons à ne pas sortir non accompagnés et à rester vigilants, cela concernant surtout les étudiantes et jeunes femmes. On vous dit qu'il y a autour d'un établissement dont vous êtes responsable. France 3, Rhône-Alpes, le 7 mars 2013. Des viols qui sont en train de se réaliser, qu'il y en a plusieurs. Vous restez les mains dans les poches, vous ne dites rien, et vous vous dites, je vais me servir de mes étudiantes pour être une chèvre à attacher à un piquet qui attend le loup. Non, je ne pouvais pas. Encore une fois, je ne présage pas du tout de ce que fait la police, qui fait très bien son travail, j'en suis convaincu, mais je l'ai fait en tant que responsable d'un établissement qui a tenu ses responsabilités. Ça a créé une inquiétude, mais on n'a pas été aidé par les réseaux sociaux, qui ont dit tout et n'importe quoi, et ça a été au détriment de notre enquête. Alors, j'ai entendu qu'il avait plus de 9 filles qui ont été violées, qu'il y en a 3 qui ont été tuées apparemment. Après, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il faisait le sourire de l'ange ou je sais pas quoi, mais il faut se méfier un peu de ce que tous les gens racontent. Il y avait des informations de partout. Tout le monde croyait avoir identifié. Et donc nous, on doit vérifier toutes les informations. Mais c'est vraiment au détriment de l'enquête. Parce qu'à partir du moment où vous vérifiez tout, c'est au détriment en fait des autres pistes que l'on peut essayer nous de creuser de notre côté. Tout le monde avait l'impression de l'avoir vu dans une voiture, et il faut tout vérifier. Toutes ces jeunes femmes, en fait, naturellement, sont conduites auprès de l'unité médico-judiciaire de Lyon où des médecins légistes vont les prendre en photo, effectuer en fait les prélèvements comme ils doivent être faits. Nous, une fois qu'on récupère en fait tous ces prélèvements, ils sont conduits au laboratoire de police scientifique d'Écully. Donc on retrouve toujours ce même ADN. Ce même ADN, mais qui n'est pas connu de notre base. C'est l'impasse avec cet ADN qui ne figure pas dans le fichier national des empreintes génétiques. Un ADN inconnu. Un des enquêteurs songe alors à une technique jusque-là non autorisée, le portrait robot génétique. À partir d'un ADN, on dresse le profil morphologique d'un individu. On est dans le brouillard, donc il faut bien tout tenter. On discutait énormément entre nous, on essayait de trouver des nouvelles pistes, des idées. J'ai un de mes collaborateurs qui aime beaucoup chercher, qui lit beaucoup de choses scientifiques, qui s'intéresse aux nouvelles techniques et qui nous parle de l'ADN qui peut permettre d'avoir un portrait robot génétique. En réunion, comme ça, il veut dire. Oui, on en discute autour du café. Je dis, pourquoi pas, mais je lui dis, fais des recherches, ça correspond à quoi? Donc, il fait quelques recherches, il nous explique. Nous, après, comme on travaillait sur une commission rogatoire, on avait regroupé l'ensemble des faits. On en parle au juge d'instruction, qui est à l'époque le doyen des juges d'instruction à Lyon. Qui ne connaît pas. On lui en parle et il dit pourquoi pas. Mais il faut aussi que ça soit validé, parce que c'est une nouveauté, et chez nous, le système est toujours très long. On a quitté Mézieux, on est maintenant de l'autre côté de Lyon, dans cette banlieue d'Écully, très chic banlieue, beaucoup de verdure. Et là, au milieu, le laboratoire quasi légendaire de la police nationale, ce grand bâtiment tout en longueur dans lequel on va pénétrer. Je m'appelle Elsa Ciné-Hiver, je suis ingénieure de police technique et scientifique et habilitée en empreintes génétiques. Plus communément, on appelle ça des experts en génétique.
Je me souviens bien de l'affaire, c'est moi qui l'ai traitée. C'est une affaire qui est arrivée début janvier, j'étais de ce qu'on appelle de permanence. Et je me souviens parce que le requérant, c'était un grand genre rugbyman, vraiment très grand, vraiment très costaud. Et on le sentait vraiment très affecté par ce qui était arrivé à la victime. Voilà, elle avait été violée, elle avait pris un coup de couteau. Et c'est vrai qu'on sentait son désarroi et de dire il faut trouver qui c'est parce que le prochain, il va la tuer, quoi. On sait qu'on a affaire à un violeur en série, puisqu'on retrouve ce même ADN sur les différentes victimes. Par contre, on n'a pas de nom à mettre en face. On a appris après coup que le juge d'instruction avait fait une demande pour une recherche en portrait robot génétique. Donc vraiment analyser cet ADN pour essayer de déterminer les caractéristiques morphologiques ou phénotypiques de la personne qui en est la source. Donc, il propose, le juge, puisqu'un enquêteur a eu cette idée, d'utiliser une technique qui n'est pas encore utilisée en France, qui est même plutôt, d'après la dernière circulaire du ministère de la Justice à l'époque, interdite presque. Oui, alors pour nous, clairement, le portrait robot génétique était interdit. L'analyse ADN est très cadrée en France, hein, donc c'est effectivement pour de la recherche ou pour du médical que la personne qui donne son ADN doit signer un consentement dans lequel elle consent expressément pour la recherche ou pour ce qui doit en être fait, et vous n'avez pas le droit d'en faire autre chose. Par exemple, si moi je donne mon ADN pour rechercher une maladie génétique que je pourrais avoir, eh ben si je le donne pour ça, on ne peut l'utiliser que pour ça et pas pour autre chose. Pour nous, clairement, le portrait robot génétique était interdit. D'après les textes qui régissent un peu tout ce qui est analyse de l'ADN, pour en tout cas la police scientifique, c'était quelque chose qui ne nous était pas autorisé. Donc le juge va faire cette demande, mais quand même très vite, il la retire, parce que je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il est un peu sur une corde un peu glissante, mais il va quand même forcer la juridiction à se prononcer sur la légalité de sa demande ou pas. On pensait que ce serait non, hein. On pensait que vraiment, vu ce que dit la loi, que ce serait non. Et finalement, la Cour de cassation rend un arrêt comme quoi il voit pas d'opposition à cette demande. Alors c'est essentiellement basé sur le fait que l'ADN s'est naturellement détaché du corps. Donc en fait, c'est pas quelqu'un qui l'a donné volontairement dans un cadre médical ou de recherche, mais que voilà, on a trouvé un ADN qui finalement n'appartient plus à personne. Je pense que c'est un peu comme ça qu'ils ont raisonné. Et que comme c'est quand même au bénéfice d'une enquête criminelle, eh ben voilà, ils voient pas d'obstacle à ce qu'on fasse cette analyse. C'est vrai que ça nous a un peu surpris, mais bon, en tout cas, c'était leur décision. Ce qui a fait jurisprudence, et qui fait toujours jurisprudence depuis, pour dire que le portrait robot génétique, en tout cas, n'est pas interdit. Alors, comment ça se passe quand vous recevez un prélèvement, un scellé, avec un ADN, et comment est-ce qu'on en fait un portrait robot génétique ? On a plusieurs contraintes. Déjà, on ne peut faire un portrait robot génétique que sur un ADN, ce qu'on appelle pur, et non pas un ADN mélangé. Par exemple, si on prend une affaire où plusieurs personnes ont touché un même objet, on va avoir de l'ADN mélangé de plusieurs personnes. Là-dessus, on ne peut pas faire un portrait robot génétique parce qu'on ne va pas savoir dire quel caractère physique va avec quel individu. Donc, première contrainte, effectivement, il faut qu'on ait un ADN, ce qu'on appelle, nous, unique ou pur, ce qui déjà peut restreindre un certain nombre d'affaires. Ensuite, il faut aussi qu'on ait eu une quantité d'ADN assez suffisante. Et le portrait robot génétique, c'est 3 analyses, donc ça triple la nécessité de consommation d'ADN. Au niveau échantillon, quoi. Au niveau échantillon, voilà, tout à fait. Et donc ensuite, concrètement, vous parlez de 3 analyses, c'est dans des tubes à essai. Enfin, on a une image un peu nébuleuse de ce à quoi ressemble votre laboratoire. Peut-être on peut voir ? Oui, on peut aller voir les salles, effectivement. Là, on a des frigos, c'est ça qui fonctionnent avec ça, c'est les congélateurs qui contiennent alors soit des extraits d'ADN d'anciennes affaires qu'on conserve, entre autres pour tout ce qui est colcaise. Hein. Voilà, nous, nos méthodes actuelles ont évolué, on est meilleurs entre guillemets. Et ben des fois, on a besoin de retourner sur des anciens ADN pour recommencer, pour essayer d'améliorer les choses. Donc voilà, on les conserve. Donc là, on rentre dans l'aile analytique, donc où il y a les salles de prélèvement, les salles pour extraire l'ADN, et au fond, tout ce qui est robotique pour quantifier l'ADN et l'amplifier et l'analyser et obtenir les profils génétiques. Et là, les agents sont les agents sont en tenue, ce qu'on appelle en pyjama blanc, hein, tenue blanche, Charlotte, masque, pour pas polluer les scellés et mettre leur propre ADN. Donc si vous voyez dans toutes les salles, ils sont habillés comme ça. Et ça, c'est les salles où ils ouvrent les scellés, ils les décrivent, ils les analysent, ils regardent s'ils voient du sang, ils recherchent du sperme, de la salive, ils prélèvent.
Évidemment, pour la même raison, on ne peut pas rentrer. Voilà, on risquerait... on ne peut pas rentrer puisqu'on risquerait, nous, on n'a pas de masque, on n'est pas habillé, de polluer les scellés avec notre propre ADN et d'être retrouvés sur les scellés. Bon, on ne veut pas laisser notre ADN ici, on va rester derrière la porte. Et donc après, une fois qu'ils ont fait ce prélèvement d'une trace sans doute d'intérêt, on va dans cette salle-là extraire ce qu'on appelle extraire l'ADN. Donc l'ADN est contenu dans les noyaux des cellules. Puis l'expression du gène, elle est impliquée à plusieurs endroits. Donc c'est en regardant tous ces endroits-là qu'on va pouvoir dire si la personne a plutôt les yeux bleus ou plutôt les yeux marrons, plutôt les cheveux clairs ou plutôt les cheveux foncés, plutôt brun, plutôt blond, plutôt roux. Enfin voilà, c'est ça qu'on va être capable de dire. C'est après, par contre, au niveau portrait robogénétique, tout ce qui est l'analyse pour la conclusion, c'est un logiciel qui termine les travaux et le logiciel va nous donner des pourcentages. Pourcentage clair, pourcentage foncé, pourcentage de bleu, pourcentage de marron. On va dire que vous êtes de châtain à châtain foncé, châtain clair. Enfin voilà, on aura plus ou moins de finesse suivant si la personne est très tranchée ou un peu moins. Dans le cas du violeur de Lyon, le portrait robogénétique décrit un homme à la pommade, brun, les yeux marrons. Portrait qui s'avérera très juste. Mais ce ne sera finalement pas grâce à cette description livrée par la science qu'il sera confondu. C'est dans la nuit de vendredi à samedi, dans cette rue du 8e arrondissement, que l'individu a été interpellé par une patrouille répondant à un appel police-secours. La victime a-t-elle eu le temps de composer le 17 ou est-ce un éventuel témoin ? Pas de précision encore, le parquet ne voulant pas confirmer officiellement les informations que nous avons pu recueillir. Kamel Abbas, c'est son nom, est arrêté le 3 janvier 2014 en flagrant délit. L'homme de 35 ans reconnaîtra 5 agressions. Ce chauffeur de bus, jusque-là sans histoire, sans casier judiciaire, écopera aux assises du Rhône de 18 ans de réclusion criminelle en septembre 2016. C'est un nouveau visage de Kamel Abbas qui a été mis en évidence. Tout d'abord avec ce rapport d'un expert psychologique qui a décrit un homme avec une double personnalité. Un homme gentil le jour qui se transforme en démon la nuit. Cet expert décrit un double diabolique qui veut écraser ses victimes. Il a décrit le professionnalisme du pervers sadique et narcissique. Le déploiement de la technique du portrait robogénétique reste associé à ce dossier. Sans cette affaire, sans l'audace des policiers lyonnais et du juge d'instruction, sans l'arrêt de la Cour de cassation, cet outil ne se serait pas développé. Pas loin d'1 par mois est effectué rien qu'au laboratoire d'Écully aujourd'hui. Là, on a un exemple sous les yeux. C'est un portrait robogénétique avec les résultats tels qu'ils vous apparaissent aujourd'hui quand vous en commandez un aux machines, entre guillemets. Tels qu'on les rend, nous, aux requérants. C'est-à-dire que le juge d'instruction ou le policier nous demande cette analyse, on ne va pas rendre ce que l'imaginaire pourrait croire, un visage avec les caractéristiques, parce que on n'est pas capable de dire la largeur du visage, la forme du nez, la forme des oreilles, donc on ne peut pas retracer sur un vrai visage. Donc ce qu'on rend, c'est ça, c'est une planche avec les différentes caractéristiques qu'on a pu mettre en évidence. Donc l'origine biogéographique, représentée par ce carré que vous voyez en 2D avec les sous-populations représentées, et en noir le point d'intérêt qui tombe ou pas dans une population. Il y a l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, en gros. Alors l'Afrique subsaharienne, parce qu'il faut savoir que notre méthode ne permet pas de discriminer l'Europe de l'Afrique du Nord. Donc le Maghreb va tomber dans le nuage Europe aussi. Donc à côté de l'origine biogéographique, à droite, des caractéristiques vraiment morphologiques. Voilà, vraiment physiques, phénotypiques, c'est-à-dire la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau. Pour la couleur des cheveux, on a ce nuancier donc qui va en gros du roux, blond, châtain foncé jusqu'au noir. Et en rouge, on encadre les teintes qui sont prédites par l'analyse. Donc ici, on voit, c'est de brun ou noir. Donc on est sur du cheveu foncé. Vous avez un œil bleu, ce qu'on appelle un œil intermédiaire, donc vert gris, un œil marron. Et ici, on voit que la prédiction, c'est marron. L'œil, donc on entoure l'œil qui est prédit. Donc là, on a réussi. La prédiction était assez tranchée. On est sur un œil marron. 2 dernières informations qui figurent grâce à ce portrait robogénétique. La calvitie, les taches de rousseur. Voilà, donc ça c'est les prédispositions, donc c'est pas forcément, entre autres pour la calvitie apparent, si la personne est jeune, c'est juste une prédisposition. À la calvitie, donc uniquement chez les hommes, les femmes ne sont pas sujettes à calvitie, et la prédisposition aux taches de rousseur. Donc là on va être sur du fort, faible ou modéré. Depuis l'affaire du violeur de Lyon, dans bien d'autres dossiers, Elsa Ciné-Hiver se souvient avoir réussi
à aiguiller les enquêteurs grâce à ce nouvel outil de police technique et scientifique. On avait eu un cadavre, c'était une affaire sur Marseille, un homme qui achète une maison, qui commence à faire des travaux, il casse un mur et un crâne, puis le reste du cadavre tombe du mur. On nous a demandé de faire un portrait robot génétique pour avoir une idée de à quoi pouvait ressembler ce cadavre. Dans l'ensemble des possibles qu'ils avaient de toutes les femmes qui avaient pu disparaître dans la datation du corps, ça leur a permis de réduire les recherches. Qui dit réduire les recherches dit gagne de temps. Donc effectivement, on pointe pas sur la bonne personne, mais en tout cas, on a fait gagner du temps puisqu'ils se sont focalisés sur les personnes qui pouvaient correspondre au portrait robot génétique que nous, on avait fourni. Et c'était quoi en quelques mots ? Et c'était le fils. C'était une dame qui avait habité dans cet appartement que le fils avait tué et emmuré pour continuer à gagner les allocations familiales. Vous avez retrouvé parce qu'elle était... Alors, de mémoire, c'était peau claire. Il y avait une prédisposition modérée aux taches de rousseur, les yeux bleus, je crois. Enfin, voilà. Et donc, ils ont cherché dans l'ensemble des femmes. Ça leur en a exclu certaines et ils se sont focalisés. C'est ce que nous a dit, en tout cas, l'enquêteur. On leur a fait gagner un petit peu de temps au niveau des recherches. Mais les ingénieurs comme les enquêteurs sont formels. Le portrait robot génétique n'est pas l'outil miracle. Il a ses limites. Non, on peut pas tout attendre. Nous, on est sur des caractéristiques génétiques. Donc, par exemple, si je prédis que la personne, elle a les cheveux bruns, peut-être que si la personne, elle a 50 ans, elle a plus les cheveux bruns, elle a les cheveux blancs, mais ça, moi, je suis pas capable de le dire, et du coup, on verra plus qu'elle était brune. Quelqu'un qui porte des lentilles de contact qui changent sa couleur des yeux, voilà, de loin, on aura l'impression qu'elle a les yeux bleus ou qu'elle a les yeux marrons, mais moi, génétiquement, je vais dire ce qu'elle est génétiquement et pas ce à quoi elle a l'air. Elle peut avoir la peau claire. Si elle passe son temps dehors et qu'elle a un peu la peau burinée, elle aura l'aspect plutôt mat, alors que moi, j'aurais prédit clair. Donc voilà, il faut savoir que nous, ce qu'on prédit, c'est vraiment quelque chose de génétique et pas forcément ce qui est apparent. Prenons maintenant la direction de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Nous sommes à Nanterre, près de Paris. Ici travaillent les limiers du crime impuni. 77 policiers, 8 gendarmes chargés d'élucider les crimes les plus graves, les plus sombres et les plus inexpliqués. Le patron de cet office à la pointe sur les cold cases et les crimes en série, c'est le commissaire divisionnaire Franck Danroll. Notre travail, c'est justement de nous plonger dans les dossiers du passé. Donc, quand on regarde un dossier du passé qui a 10, 20, 30, parfois 40 ans, on va chercher s'il y a des scellés avec de l'ADN encore présent dessus, et bien sûr qu'on va lui faire bénéficier de ces techniques nouvelles de travail pour éventuellement ouvrir des pistes qui n'avaient pas pu être ouvertes à l'époque. En fait, on l'a utilisé systématiquement à partir de la moitié des années 2010 dans tous les dossiers dont l'office était saisi, quand ce n'avait pas été déjà fait par les services avec lesquels on travaille. Ça peut arriver. En fait, on s'en sert régulièrement pour venir confirmer des hypothèses. Récemment, le service a travaillé sur le dossier dit du prédateur des bois, une série de viols qui a été commis sur la région parisienne et également dans l'ouest de la France, pour lesquels on avait un ADN sur chaque fait, mais qui ne matchait pas avec le fichier des empreintes génétiques. Toujours le même ? Toujours le même ADN sur les différents faits, et les victimes avaient pu donner une description de leur agresseur. C'est un dossier pour lequel de nombreux portraits robots traditionnels avaient été réalisés, et le portrait robot génétique venait corroborer les éléments que les victimes avaient donnés pour la constitution de ces multiples portraits robots qui avaient été constitués. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que ça vient confirmer une piste d'investigation. Des fois, ça vient l'infirmer. Des fois, le témoignage de la victime dit que l'auteur est blond et il va s'avérer que l'auteur sera brun. Donc c'est intéressant, ça évite de s'engager sur des fausses pistes également. Ça permet d'optimiser le travail des enquêteurs. C'est très utile quand on n'a pas de témoignage sur le profil de l'auteur. Auteur cagoulé, auteur qui agit dans l'obscurité, victime trop traumatisée pour fournir un témoignage utilisable. Le portrait robot génétique est fiable à 95%, imbattable comparé au portrait robot classique, qui repose souvent sur des témoignages humains fragiles. Exemple, le tueur en série Guy Georges. Ses victimes l'avaient vu particulièrement grand et d'origine nord-africaine. Il était afro-américain et ne dépassait pas 1,70 m. Ça arrive assez régulièrement que les témoignages soient complètement erronés. Et donc, en tout cas sur la description de l'auteur. Les enquêteurs savent qu'il faut être prudent. Et là, cet élément-là, c'est un élément qui vient objectiver
le récit de la victime. Parce qu'il ne se trompe pas, le portrait robot génétique. Alors, le portrait robot génétique est précis, ne se trompe pas. Récemment, on a retraité, donc ça c'est un dossier ancien, mais où la victime était certaine d'avoir un agresseur qui avait cette morphologie-là, et le portrait robot génétique est venu donner une réponse complètement inverse. Donc pendant longtemps, les recherches avaient été aiguillées de manière erronée sur un profil d'auteur qui n'était pas le bon. Le coût facturé au laboratoire d'Écully d'un portrait robot génétique est autour de 1 000 €. Finalement, un coût raisonnable quand il permet d'éviter de fausses pistes et d'aller plus vite au but. Le portrait robot génétique peut être utilisé dans une seconde hypothèse, l'hypothèse d'un corps non identifié. Un corps trop dégradé ou un corps qui n'a aucun élément d'identité. Et donc, cet outil-là va permettre d'affiner un peu plus les recherches en ayant un portrait plus complet de la personne et pouvoir éventuellement la comparer avec des fiches de diffusion en France ou chez nos voisins européens. On sait que l'ADN contient énormément d'informations et vraisemblablement l'ADN pourrait donner un portrait robot extrêmement précis, bien meilleur que celui de tous nos spécialistes en portrait robot pourraient faire. Mais voilà, c'est des données qui sont à prendre avec prudence. Mais clairement, dans l'ADN, on peut avoir la taille, on peut avoir les traits de vieillissement, la forme du visage. Énormément d'éléments sont contenus dans l'ADN. On peut faire vieillir un individu grâce à ces éléments-là. Et donc, certaines sociétés d'ailleurs privées le proposent. On peut obtenir des photos d'identité quasiment de l'auteur grâce à ces éléments-là. Maintenant, voilà, c'est des données qu'il faut prendre avec précaution. L'ADN est un élément qu'on ne manipule pas comme ça, sans conséquence. Dans l'absolu, la science permettrait déjà de faire figurer dans les éléments du portrait robot génétique, outre ses caractéristiques morphologiques, des informations comme les maladies de la personne dont l'ADN est observé ou les éventuels traitements qu'elle suit. Certains ingénieurs ne cachent pas qu'ils souhaiteraient un encadrement plus clair de cet outil, un vrai texte législatif qui dirait quel doit en être exactement l'usage, dans quel esprit, dans quelle limite il peut continuer de se développer. Aujourd'hui, il n'existe rien d'autre que l'arrêt de la Cour de cassation rendu à l'occasion de cette enquête pour démasquer le violeur en série du 8e arrondissement de Lyon. C'était il y a 10 ans. C'était Cold Case, la science face au crime. Un podcast original France Info. 7e épisode, l'affaire du violeur en série de Lyon et le portrait robot génétique. Un récit de Mathilde Lebert. Réalisation Vanessa Nadjar. Coordination Pauline Pénanec. Prise de son Chantal Nouvelot et Yvan Charby. Mixage Jean-Raphaël Pont. Archives Denis Forget.